Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, vos appels 0826 300 300 et nos super éditorialistes du jour, les adore. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Jean Dorido. Des applaudissements pour tous ces gens, bravo. Talent extraordinaire, merci. Voilà, merci. Tous, bonheur. Allez, encore un peu. Le Stade de France. Ça fait du bien. Oh mon Seigneur, mon Seigneur. C'est tellement mérité. Allez, tout de suite, on vous parle de la Lune. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Vers l'infini et au-delà. 2 minutes, 10 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. Comment voulez-vous qu'un monument pareil puisse s'élever dans les airs? Autant jouer du cornet à piston devant la tour Eiffel en s'imaginant qu'elle va danser la samba. 3, 2, 1, 0. All engine running. Ah, on termine avec Bowie, magnifique, merci. Merci. Merci Benoît. Le Il y réalisateur, a c'est très beau. 50 ans, en décembre 1972, décollait Apollo 17, la dernière mission vers la Lune. 50 ans après, un nouveau programme Artemis doit à nouveau conduire des hommes vers la Lune à horizon 2025. Une première fusée habitée de mannequins devait décoller aujourd'hui de Cap Kennedy, mais le vol a été reporté à vendredi. On va bien évidemment parler de ce report et de ce programme qui fait encore rêver, Petits tant et les grands. petits que les Des grands. mannequins en Exactement. plastique, hein, pas Ouais. des mannequins haute couture. Ah ouais. C'est important de le Des rappeler mannequins quand même. lituaniens, voilà. Et pour en Absolument. parler ce soir avec nous, Philippe Perrin. Bonjour Philippe Perrin. Oui, bonsoir. Vous êtes spationaute. Vous avez volé sur la navette Endeavour en 2002. C'est ça. C'est bien dit, hein, ou pas? Vous avez vu, Perfect. c'est Ouais, fou, ouais. c'est fou. On sent piété, tu vois. On sent que j'ai parlé anglais tout l'été ou pas? Olivier Sanguy est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable actualité spatiale à la Cité de l'Espace. Alors tout d'abord, Olivier Sanguy, pourquoi ce report ? Bon, bien, essentiellement parce que le SLS est un lanceur nouveau, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il doit voler. Donc en fait, moi je ne suis pas vraiment surpris. Il ne faut pas oublier que les navettes spatiales, Philippe Perrin sait mieux que moi, il a volé à bord de l'une d'entre elles. Les navettes spatiales étaient un peu capricieuses, ce sont des engins très complexes et les premiers vols sont pas partis à l'heure. C'était pareil pour le Saturn V d'Apollo. Là, il y a eu un petit problème sur un moteur, il n'a pas assez refroidi. Donc la NASA s'est dit on n'est pas prêt, on attend. Ceci dit, vous dites vendredi, c'est pas encore confirmé. La NASA veut être sûre que vendredi, le lanceur peut être prêt. D'accord. Normalement, ce sont 3 étapes, c'est ça? Là, on démarre la première étape, si je ne m'abuse. C'est-à-dire, oui, c'est le vol d'essai à vide, sans astronautes à bord. Il y en a un deuxième en 2024. Il y aura 4 astronautes, normalement 3 de nationalité américaine, 1 de nationalité canadienne, qui vont aller autour de la Lune. C'est un petit peu comme Apollo 8, sauf qu'ils vont pas tourner plusieurs fois. Et ensuite, en théorie, Artemis 3, au-delà de 2025, avant 2028, le nouvel alunissage. L'alunissage du 21e siècle, et puis après surtout un programme plus ambitieux sur le plan scientifique, avec une station autour de la Lune, des bases sur la Lune, etc. Françoise Degois. On peut Ça vous fait rappeler, rêver, hein. ouais, parce que je trouve extraordinaire. On s'est tellement obnubilé pour Mars, en réalité, qu'on a l'impression que Mars a volé la vedette à la Lune, mais ça reste quand même merveilleux. C'est le premier astre qu'on voit. Notre vie dépend tellement de la Lune en plus. Juste un point de vue politique et géopolitique. On a vu que les Russes et les Russes se retirent des programmes spatiaux internationaux. La Lune, ça reste, l'espace reste plus que jamais un enjeu avant tout de puissance des nations. Pour avoir eu la chance d'aller à Baïkonour dans la Cité des Étoiles, bien sûr, eh bien, j'avais senti cela, mais j'ai le sentiment que la géopolitique s'invite de façon assez terrible maintenant, aujourd'hui. Philippe Perrin, vous qui avez volé Oui, avec les Américains, notamment dans Endeavour. Non, mais là, on parle des Russes. Oui, mais il avait des Russes dans la station spatiale. Hein. Non, mais j'ai envie de... Repérez. Non, mais j'ai envie de dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Françoise. C'est-à-dire que si on prend les Américains, par exemple, il y a 3 signes de la puissance américaine. Il y a le dollar, il y a l'armée et il y a le spatial. Ouais. Donc vous pouvez faire l'analyse qu'aujourd'hui, l'armée, finalement, a été mise en déroute en Afghanistan, que le dollar a quelques soubresauts. Et donc le spatial, c'est très important. Et ça répond au commentaire d'Olivier, qui est que de toute façon, les Américains ne prendront aucun risque pour le succès de cette mission, qui est pour eux fondamentale. Olivier Sanguy, est-ce qu'on a encore des choses à apprendre sur la Lune? Oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la messe n'est pas dite. Apollo a permis de plus apprendre la Lune. Apollo a permis de se dire que le scénario de la Lune, qui est en fait un morceau de terre
arrachée il y a 4 milliards et demi d'années, ce scénario semble être le plus probable. Mais il y a encore beaucoup de choses. Il faut savoir que la surface de la Lune, c'est la surface du continent africain. Donc c'est pas en ayant fait 6 alunissages et en ayant envoyé des robots qu'on peut dire on connaît la Lune. Donc en y retournant, on veut faire plus de science. Notamment, on va aller au pôle sud de la Lune, qui est très intéressant pour la science, et aussi parce qu'il pourrait y avoir de la glace d'eau dans le sous-sol. Donc ça veut dire qu'on peut l'habiter. Oui. Peut-être. Ou y survivre. Survivre, oui, pardon. Petite maison de campagne à la cool. Jean Dorido. Non, alors d'abord, oui, c'est vrai que c'est sensationnel de repartir sur la Lune. Il faut quand même rappeler que les ingénieurs ont cette expression, ils parlent de rocket science, notamment pour dire que quand un problème n'est pas compliqué, ils disent c'est quand même pas rocket science, parce que pour un ingénieur, la navette spatiale, c'est le sommet de l'art de l'ingénieur. Ça mobilise toutes les connaissances de l'ingénieur, la mécanique des fluides, la thermodynamique, l'électronique, l'informatique. Il n'y a pas de domaine plus complet que de faire voler une fusée. Et typiquement, j'aurais une question pour nos invités, c'est que on voit les ultra milliardaires, notamment Elon Musk en tête, qui se mettent sur le spatial, qui eux reviennent aux fusées. Et je veux dire, techniquement, comment se positionne Artemis là par rapport à tout le reste aujourd'hui? On va demander à Philippe Perrin parce qu'il a volé dans Endeavour. Justement, vous préféreriez aller sur la Lune ou sur Mars, Philippe Perrin, en plus de répondre à la question de Jean Dorido? Écoutez, j'aurais jamais l'âge d'aller sur Mars, mais la Lune, pourquoi pas. Ce que vous disiez, c'est intéressant sur le vol des milliardaires. Pour moi, il y a 2 types de milliardaires. Vous avez Elon Musk, qui est un type absolument génial, qui innove et qui pousse la technique en avant. Et puis, vous avez Jeff Bezos, qui pour moi est le plus grand des ringards. C'est-à-dire qu'il prend une technologie, pour le coup, qui a 40 ans, et qui se fait plaisir pour très cher en polluant la planète. Et ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, ça n'a aucune couverture. Si vous regardez la couverture médiatique de ces vols privés, elle est absolument zéro. Donc, il y aurait beaucoup à dire. Là aussi, ce sont des démonstrations de pouvoir. En tout cas, Elon Musk est absent de cette course pour l'instant à la Lune pour une autre raison, c'est que les Américains, alors on va dire, mais pourtant ça n'a pas marché aujourd'hui, mais les Américains ont choisi la sécurité. C'est-à-dire qu'ils vont faire ce qu'on appelle dans le jargon du reuse, c'est-à-dire qu'on réutilise des choses que j'ai bien connues, c'est-à-dire les moteurs de la navette spatiale, les boosters à poudre alors on en met 4 là où on en avait 3. Les boosters, il y avait 4 segments, on en met 5, et on fait avec ça une fusée géante qui est un peu modulaire. Et normalement, c'est le succès, c'est-à-dire le moindre risque, puisqu'on va y mettre des hommes, donc c'est important de ne pas être risqué. Et normalement, ça aurait dû marcher. Alors, ce qui est très étonnant aujourd'hui, c'est que le moteur, effectivement, n'a pas marché. En écoutant nos invités, je me rappelle une pensée totalement bête que j'avais en me disant cette approche scientifique de la Lune va nous faire perdre la poésie des songes sur elle. Mais les deux sont compatibles, j'ai l'impression. Juste un petit truc, messieurs, il y a quand même un petit cocorico dans cette mission quand même, avec Airbus Défense. Il y a un petit peu d'Européens, un petit peu de Français. Il y a un grand cocorico. Juste pour répondre à la poésie, il y a une chose que vous ne savez peut-être pas. Dans la mythologie indienne, la Lune est sacrée. Oui, bien sûr. Et les Mapuches. Et les Mapuches aussi. En Amérique latine, bien sûr. Les larmes de la Lune. Et ne pouvait s'y poser qu'un aigle. Et quand vous vous souvenez comment les Américains ont appelé le premier module lunaire, c'était Eagle. Et quelque part, ils ont respecté la poésie de la tradition. Sur les Mapuches, c'est bien ce que vous disiez, parce que les Mapuches ont la tradition de Lacrima Luna, c'est-à-dire les larmes de la Lune. Effectivement, c'est l'astre encore plus sacré que le Soleil. Les Mapuches au Chili, pas les Indiens. Justement, je voudrais vous poser une question. On donne la parole à Jean Dorido. Juste sur le petit côté français, ce qui est important. Le côté français, vous on s'en fout un peu. Non, mais pas du tout. C'est vrai. Important. C'est vrai, vous avez raison. C'est pas que les États-Unis, les Chinois. J'adore Cécile de Ménibus quand elle est comme ça, patriote. Non, mais c'est hyper intéressant. Il est fondamental de comprendre que ce n'est pas une mission américaine qui décolle aujourd'hui, c'est une mission, on va dire, européano-américaine. Ah là, merci. Elle est contente, ça y est, super. La Marseillaise, tout le monde. Non mais, je vais vous dire, connaissant les Américains, il est même pour moi surprenant qu'il nous ait permis d'être sur le chemin, ce que j'appelle le chemin critique. C'est-à-dire, imaginez que le véhicule, une fois qu'il sera sur l'orbite vers la Lune, toutes les boosts, c'est-à-dire toutes les manœuvres, toute la navigation,
sera sous contrôle européenne, avec des moteurs qui ont été... Oui. C'est-à-dire que si les moteurs européens ne marchent pas, le véhicule ne revient pas de la Lune. Ah, c'est ennuyeux. Et ça, je crois que personne n'a encore compris. C'est-à-dire que... Oui. On nous a fait confiance et maintenant, il faut que ça marche. Attention, que ce soit pas une femme, on n'a pas le sens de l'orientation. Attention, est-ce que je peux poser une question? Est-ce qu'un jour, on aura une station habitée sur la Lune à l'horizon 2050? Justement, c'est la question que je voulais poser, Olivier Sorghi. Non, mais j'en rajoute un morceau. Ouais. Vous avez parlé de la glace. Toutes les sondes vont atterrir au pôle sud parce qu'il y a de la glace. Ouais. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour une colonisation, voire même une exploitation des richesses minérales de la Lune? Oula. Alors, une colonisation, non, ce sera plutôt quelque chose qui ressemblera aux bases scientifiques dans l'Antarctique. Hein, c'est plutôt ce modèle-là. Ouais. Mais avant ça au sol, il y aura une station autour de la Lune qui s'appelle la Gateway et à laquelle l'Europe participe aussi. On va fournir 2 modules dans cette station, donc et notamment un module d'habitation. Donc, il y a une grosse responsabilité. C'est génial. Et en gros, la participation entre le module de service dont a parlé Philippe et les modules dans la station, on a déjà droit, en tant qu'Européens, à 3 vols vers la Lune dans le programme Artemis. Et il y a la place pour mon dressing ou pas? Pour mon dressing avec mes Vous quand, Philippe? Ah bah ça dépend. Moi, je suis prêt à faire une délogue des vraies voix. Cécile, vous êtes partant? J'adorerais. Je vous embarque tous les trois. Juste une petite question. Est-ce que on sait que Donald Trump avait poussé pour être numéro 1 sur ces missions-là? Est-ce que finalement, on disait tous, on sera jamais dans les temps, et finalement, ça a fonctionné? Alors, la menace. On ne fera pas 2024, la date de 2024, je ne pense pas. Enfin, Philippe va le dire, mais je ne pense pas qu'on arrivera à se poser en 2024 en revanche. Oui, justement, sur ces échéances de temps, je vous entends parler de reuse pour la navette. Je me souviens qu'il y a une discipline qui s'appelle le knowledge management, la gestion de la connaissance en entreprise. Et l'exemple typique qui était donné dans les années 90-2000, c'était typiquement de dire la NASA aujourd'hui ne saurait plus envoyer quelqu'un sur la Lune. Ouais. Et alors, est-ce que le travail a été fait par simulation? Comment ils sont organisés pour remettre ce projet d'actualité? Olivier Sorghi, surtout après 50 ans. 50 ans la dernière mission. Mais, bon, c'est un petit peu faux. La NASA sait envoyer des gens sur la Lune, mais elle ne va pas le faire à la façon Apollo. Ce serait comme dire, quand la navette spatiale a volé, hein, Philippe connaît très bien le sujet, ce serait comme dire les Américains savent plus envoyer des gens avec une capsule, sauf qu'ils avaient choisi une autre technologie qui à l'époque était la navette. C'est tout. Là c'est pareil, on fait une autre technologie pour aller vers la Lune, parce que le but c'est pas de refaire Apollo, ça n'a pas d'intérêt, c'est de faire ce qu'on n'a pas pu faire après Apollo, c'est-à-dire une exploration à long terme de la Lune. C'est pour ça qu'on le fait plus de la même façon. Mais est-ce que dans le scénario de science-fiction, on sait qu'il faut 3 ans pour aller sur Mars, etc. On voit bien comment Elon Musk, et je partage votre point de vue, cet homme est extraordinaire dans sa capacité d'en avant, d'imaginer l'humanité dans 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Est-ce qu'on peut imaginer dans l'avenir une base lunaire où nous arriverions pour nous reposer avant d'entreprendre le voyage de 3 ans sur Mars? Est-ce que ça, c'est de la fiction ou bien est-ce que nous sommes déjà dans le réel et ce sont des scénarios sur lesquels travaillent, je dirais, les spationautes du monde entier? Je veux bien répondre à cette question. On ne peut pas aller sur Mars aujourd'hui. Et d'ailleurs, Elon Musk est capable d'envoyer une fusée, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas capable aujourd'hui de survivre le voyage martien. Vous le dites très bien, au meilleur des cas, il va durer 1 an et demi, 6 mois pour y aller, puis les orbites sont décalées, donc il faut attendre que les orbites se recollent, et puis il faut 6 mois pour revenir. C'est exactement le scénario de Seul sur Mars, le film avec le cruiser. On en est là aujourd'hui avec les technologies actuelles. Et donc, ce faisant, pendant 1 an et demi, vous allez exposer des astronautes aux radiations interstellaires qui sont juste énormes. Et vous ne pouvez pas revenir vivant d'un tel voyage aujourd'hui. Donc ce qui limite aujourd'hui le voyage, c'est pas la technologie, c'est la capacité en fait de préserver les hommes. D'accord. Mais ce sont des scénarios sur lesquels on travaille de toute façon. C'est-à-dire que le génie humain de se projeter au-delà de ses propres limites, on y est là ou pas? Oui, on y est. On y travaille depuis des années. Le tout, c'est qu'on n'est pas forcément d'accord sur la meilleure façon de le faire. D'accord. Parfois, vous avez des ingénieurs, notamment aux États-Unis, qui font partie, on va dire, de groupes de réflexion qui veulent pousser Mars. Ils nous disent, il n'y a pas de problème pour aller sur Mars. C'est même pas technique. Le souci, c'est financier. Bon, comme l'a expliqué Philippe, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En revanche, on a plusieurs possibilités pour le faire. La voie choisie par la NASA,
On passe par la Lune pour maturer, pour fiabiliser les technologies qui permettront de faire le voyage martien en toute sécurité. Parce que si on envoie des gens sur Mars pour qu'ils reviennent en très mauvais état, ça n'a pas véritablement un grand intérêt. C'est le nouveau RER, quoi. Non, des stations. Non, mais c'est génial. L'explication, c'est très limpide. Philippe Perrin, vous qui avez été dans la navette spatiale, vous savez ce que c'est que les personnes confinées dans un tout petit espace. Quand vous entendez les vraies voix ce soir, est-ce que vous pensez qu'elles pourraient s'entendre dans la station internationale, par moi exemple? je dors, le voyage sur Mars, il est hors de question que je vous supporte pendant un an. Même dans 200 mètres carrés, je dors dans un caisson, là, comme dans les films. Non, mais je crois que c'est pour ça qu'on a décidé qu'il y aurait une femme dans l'équipage pour effectivement calmer les égos de ces mâles dominants les astronautes. Comme ils savent vous faire vous savez quoi, messieurs, vous êtes les bienvenus dans les vraies voies. Vous avez votre Attends, place. tu vois bien, ça serait chic. Je vois bien le commandant de Minibus, tu vois, carrément, sur le fuselage de la fusée. Regarde, là, je vais l'appeler ma commandante. Mettez-moi dans la centrifugeuse, j'adore. En tout cas, messieurs, vous nous avez passionnés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Philippe Perrin, spationaute, magnifique spationaute, et Olivier Sanguy, responsable actualité spatiale à la Cité de l'Espace, bien entendu. Vous reviendrez avec nous dès que ce petit engin se sera élevé. On fera un point, bien entendu, et on revient dans quelques instants. Il est 18h47. Merci de votre fidélité. Merci de tous vos messages sur les réseaux sociaux. Ça nous touche énormément. Sur vous, Philippe, sur moi, mais pas un mot sur les autres. Ils s'en foutent complètement. Les réseaux sociaux. Vous savez ce qu'on vous dit, les réseaux sociaux? On vous dit bonne année. À tout de suite.